Donc, jusqu'à présent, dans ces matinées sur le Grand Paris, la place de l'historien était relativement facile puisque la plupart des sujets, des thématiques, avaient une profondeur historique. La dernière fois, c'était sur respirer en ville. Eh bien, ça fait déjà un bon moment qu'on se pose la question comment respirer en ville. Là, sur des smart cities, vous avez entendu, merci, vous avez entendu tout à l'heure les dates qui ont été données. On est quand même dans de l'histoire extrêmement courte. Et faire l'histoire de ces 10 dernières années, c'est de l'histoire du temps présent, mais ça ne pouvait pas faire un exposé historique en dehors de 2-3 minutes. Donc c'est vrai que je me suis posé la question, et je l'ai proposé à Olivier Venin, d'une question très très ancienne, qui était celle de la ville, de la cité, alors parfaite, idéale, vous mettez l'adjectif que vous voulez. Et en fait, il est évident que on va remonter aux origines, mais je ferai rapidement. Mais cette cité idéale n'est idéale que par rapport aux attentes des contemporains. Et comme ces attentes ont changé dans le temps, eh bien, nous allons avoir des principes qui vont changer aussi. Alors, à la fois une histoire longue, et pour essayer d'y reconnaître, s'y reconnaître, je propose un découpage qui est tout à fait personnel et qui, évidemment, est critiquable, parce que tous ces concepts se sont superposés, merci beaucoup, se sont superposés et ont pu, se chevaucher. Alors, ce dont je ne parlerai pas, alors je ne sais pas dans quel sens, oui, ben voilà, c'était tout simple. Alors peut-être que je vais aller trop rapidement. Voilà, je vais aller un petit peu rapidement, j'ai sauté une case. Ce dont je ne parlerai pas, c'est de philosophie. On a tous, dans ces souvenirs de terminale, on se rappelle que Platon et Aristote nous avaient parlé de la cité idéale d'un point de vue philosophique, social, politique. Alors, nous laisserons de côté cet aspect. On va voir plutôt des problèmes d'organisation de la ville et aussi d'architecture. Alors, pour le premier thème que je vous propose, c'est au fond le thème de l'harmonie, et donc Roland Castro s'inscrit tout à fait, et nous n'avons copié ni l'un sur l'autre. Je me suis évidemment inspiré de Roland Castro, mais lui ne s'est pas inspiré de moi, ce qui est dommage d'ailleurs. Bon, l'harmonie divine, et puis cette idée qu'on passe progressivement d'une harmonie divine à ce qu'on pourrait essayer d'appeler une harmonie humaine. Alors bon, tout ça est repris en général sur Internet, donc parfois la clarté, la netteté des diapos n'est pas excellente. Alors déjà, cette diapo pose problème. C'est en général attribué à Piero della Francesca, et qui est donc un architecte et un humaniste du XVe siècle. Et en même temps, si on regarde un peu plus près, c'est un élève de Piero della Francesca. En gros, c'est à peu près la même chose. Alors, le thème de la ville est très ancien. Le hiéroglyphe égyptien qui représente la ville, c'est un cercle avec 2 diamètres perpendiculaires. On penserait déjà presque à la ville romaine avec ses grands axes orthogonaux. Alors, si nous venons donc nous faisons un saut vers la Renaissance, pourquoi l'harmonie ? L'harmonie, tout simplement parce qu'il y a cette dialectique entre le carré et le cercle. Le cercle est divin, le carré est humain. Il y a à Vézelay une chapelle où il y a 13 colonnes, il y en a 12 qui sont circulaires et une qui est quadrangulaire. C'est bien sûr les apôtres, avec un apôtre très humain, trop humain, qui s'appelle Judas. Donc ici, vous retrouvez à la fois la tradition romaine qui est issue des traités de Vitruve, et d'autre part, cette dialectique entre le cercle central, divin, et le carré. Avec ce qui est intéressant, c'est que ces bâtiments tout autour sont des bâtiments qui dessinent un
paysage véritablement urbain. Alors, tout cela donne une certaine idée de l'harmonie qui est fondamentalement l'explication essentielle de l'humanisme. Petit mot simplement pour rappeler qu'un humaniste est un artiste, peintre, sculpteur, mais c'est très souvent un architecte et c'est très souvent un philosophe. Nous sommes dans la dernière période de l'histoire humaine où il y a des pics de la Mirandole, c'est-à-dire des esprits universels, et donc qui pensent globalement. Après, le savoir ira en se développant et le savoir ira en se fractionnant, avec une certaine difficulté pour faire la synthèse. C'est pour ça que l'humanisme du XVIe siècle est extrêmement intéressant. Alors, il y a tellement de possibilités que j'ai pris que quelques exemples. Et de temps en temps, en essayant de prendre des exemples qui sont peut-être un petit peu moins connus. Alors celui-là m'a amusé, il est un petit peu plus tardif, donc 1609, Civitas Veri, ou Veri, selon le latin que vous avez appris, donc la cité du vrai. Il est intéressant ce plan parce que vous voyez, c'est une ville close. On ne peut pas imaginer au Moyen-Âge ou à l'époque moderne une ville qui ne soit pas une ville close par des remparts, avec 5 portes. Et 5 portes qui correspondent aux 5 sens. On n'arrive pas à lire d'ici, mais vous avez les 5 sens. Et puis après, vous avez, entre la partie basse et la partie haute, un cheminement, vous voyez, par ces 5 grandes avenues. La partie basse représente les vices, la partie moyenne, la vie politique et les vertus morales, et bien sûr, au centre, les vertus spirituelles. Donc, nous sommes ici, alors une espèce de tour de Babel. On peut aussi penser que la tour de Babel était une cité idéale, mais enfin qui a assez mal terminé. Alors, c'est toute une série de monuments qui croisent ici. Chaque monument a un sens. Et vous avez le palais du courage, de la tempérance, vous avez un labyrinthe. Et en fait, on réfléchit, on est au début du XVIIe siècle, ça ressemble un petit peu à la carte du Tendre, qu'on a aussi étudiée d'une façon scolaire, où avant d'arriver à l'amour parfait, il y avait un certain nombre de cheminements, parfois complexes. Dernier exemple sur cette partie autour de l'harmonie. Alors, ce sont des choix que j'assume, qui sont et qui est sans doute une des aventures humaines les plus intéressantes. Quand les Espagnols ou les Portugais, mais plutôt ici, on est à la limite entre le domaine espagnol et le domaine portugais, ont découvert de nouveaux territoires. Ils ont été d'ailleurs assez admiratifs de la ville de Mexico, Tenochtitlan, mais s'est posé la question du développement de villes. Or, les Indiens, ceux qui avaient survécu au choc prophylactique, les Indiens ont été extrêmement menacés par des bandits de grand chemin qui s'appelaient bandeirantes, et les jésuites ont pensé que le seul moyen de protéger ces Indiens, c'était de les regrouper dans ce qu'on appelle des réductiones, qui ont perduré jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, ces villages s'organisaient sur un plan géométrique, ils étaient clos, on part toujours un petit peu de la même idée. La place centrale était occupée par l'église, ce qui n'est pas fondamentalement étonnant. Il y avait des entrepôts, des ateliers, et le tout était ceinturé par des maisons à pergola destinées aux Indiens. Et les villageois exploitaient les terres en commun. C'est à la fois le principe un peu du kolkhoz, si j'ose les anachronismes, enfin pour un historien c'est le péché majeur, de temps en temps on peut le faire, ou alors le kibbutzim de Palestine. Donc ils produisaient des céréales, du coton, ils étaient aussi autosuffisants, de la canne à sucre, etc. Et chaque famille possédait une parcelle propre et ils travaillaient sur des parcelles communes. Donc il y avait une réflexion sur ces réductions extrêmement intéressante. C'est alors que Voltaire et compagnie détestent les jésuites, c'est pas la peine de le dire, ils ont été très admiratifs
par ce système qui est à la fois un système de réflexion sur une ville idéale et aussi de protection des Indiens. Je renvoie au très beau film d'Alex Joffé qui s'appelle Mission, avec Robert De Niro et Jeremy Irons, qui évoque un petit peu cette aventure qui s'est mal terminée au XVIIIe siècle, puisqu'avec l'expulsion des Jésuites, eh bien, ces cités ont disparu. Alors, avançons dans le temps. Alors là aussi, nous avançons, je mets d'autres termes, des réflexions autour de la justice et de l'égalité. Alors, là, peut-être que c'est moins surprenant. Nous avons un architecte français, Claude Nicolas Ledoux, qui en fait a fait beaucoup de projets et peu de réalisations, mais la principale, c'est évidemment celle que vous voyez, la saline royale de Chaux, qui est au patrimoine de l'UNESCO. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un bâtiment industriel, donc on entre déjà dans une autre période, on est quand même début 19e siècle, fin 18e, début 19e, même c'était construit au 18e, avec une séparation entre la zone habitée et la zone de production. La demi-sphère, on retrouve la demi-sphère qui a été construite, mais la sphère totale selon le projet, encore toujours cette problématique de l'égalité et de la divinité. Et il y avait aussi des bâtiments qui rappellent un petit peu la cité de la vérité, puisqu'il y avait une maison commune, etc. C'est une architecture qui est très marquée par la franc-maçonnerie, qui est très marquée par le symbolisme, assez utopique. Mais ce qui est intéressant chez Ledoux, c'est tout ce qu'il n'a pas construit. Il y a des ouvrages complets, un tombeau pour Newton, etc., qui ont été extrêmement intéressants dans ce domaine. Alors, en avançant sur le XIXe siècle, là nous arrivons... Alors, j'ai appelé ça utopie parce que par rapport au socialisme scientifique de Marx et Engels, le socialisme anglais et français est appelé socialisme utopique. Ce n'est pas un peu péjoratif, mais peu importe. C'est l'appellation habituelle. Alors, le XIXe siècle est marqué par la prise de conscience de la question ouvrière, de la menace d'une révolution, et un certain nombre de penseurs ont réagi. Alors, certains, c'est purement, j'allais dire, ça reste livresque, hein, comme Cabet, mais d'autres ont essayé de mettre en place des villes différentes. Et donc, on va peut-être commencer par la droite, j'aurais dû mettre ça dans l'autre sens. Le projet de Owen s'appelle « La Nouvelle Harmonie ». On retrouve un petit peu cette idée. Owen y a passé une grande partie de sa fortune. Il a essayé de construire en Angleterre, il a essayé de construire aux États-Unis parce que c'était une terre considérée comme un peu plus vierge. Et, je cite, « un plan destiné à soulager l'indigence publique et à éliminer le mécontentement en fournissant aux pauvres et aux classes ouvrières une occupation productive stable. C'est une ville de coopération, c'est une ville autosuffisante, il n'y a pas de concurrence, tout est prévu dans le domaine de la coopération, et c'est un projet qui n'a pas complètement fonctionné, mais le deuxième projet de Owen a vraiment donné lieu à des réalisations dont il reste quelques ruines. Et sur la gauche, c'est un petit peu plus connu, il s'agit du phalanstère ou familistère de Gaudin à Guise, dans l'Oise, si je ne dis pas de bêtises. L'idée de Gaudin, c'est l'association du capital et du travail. Et donc proscription absolue de la maison individuelle et construction d'un palais social où toutes les richesses seraient équivalentes. Le confort et l'hygiène, ça me permettra de faire la transition sur la partie suivante, sont importants, et cette coopération est basée sur le culte du travail. Alors, il y a d'autres exemples, mais je pense que ceux-là sont les plus connus. Alors, je me suis fait moi-même ma transition, c'est quand même en général le plus pratique. Sur l'hygiène, on peut dire que dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette idée d'hygiène domine. Alors, je vais passer très vite sur Paris parce qu'ici,
conférence du Grand Paris, on en a parlé plus d'une fois, donc on ne va pas insister. Par chance, il y a eu toute une série de photos sur l'ancien Paris. Là, vous avez une petite rue qui donne sur la rue du Sentier. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donnait. C'était absolument charmant, mais ça devait sentir très mauvais et autres. Et alors, à droite, c'est pas très, très visible. Alors, on la voit ici. C'est le percement de l'avenue de l'Opéra. On devine, je pense que pour le dernier rang, ça va être difficile. On devine l'Opéra, qui n'est pas tout à fait achevé, et on démolit tout ce qui est autour de façon à dégager des grandes avenues. Alors l'idée, c'est l'hygiénisme, l'idée, c'est la fluidité. Toute cette petite rue, il faut imaginer par exemple Notre-Dame de Paris était construite jusqu'au parvis, enfin, toutes ces rues étroites, etc., empêchaient la circulation, empêchaient le laisser-faire, le laisser-passer. Alors là, vous avez deux options. Certains disent c'est une option économique, d'autres diront que la dimension militaire et du maintien de l'ordre est également présente. Vous savez, pour les charges de cavalerie, ça n'a absolument pas empêché la Commune en 1870, enfin en 71 plutôt. Mais ceci est une autre question. Mais c'est aussi une prise de conscience de la vie terrible qui pouvait exister dans certains quartiers et du danger social de cette ceinture ouvrière, qui est en général à l'est, nord-est de Paris, par rapport au centre. Donc c'est aussi une façon de libérer Paris d'une certaine tension sociale. Mais c'est la lutte contre la misère, contre la saleté, parce que les rues, c'est très gentil, mais le plus important, c'est évidemment les égouts de Belgrand, c'est évidemment l'eau courante qui nous arrive de plus de 100 km. C'est donc véritablement une recomposition de la ville. Alors, le problème, je ne suis pas architecte, mais si on pouvait construire une ville ex nihilo, ce serait pratique. Et là, la ville nouvelle, la ville-cité idéale est parfaite. Pour Paris, ça a été difficile, mais malgré tout, ça a été recomposé. Le projet de Cerda à Barcelone, c'est essentiellement sur l'extension de la ville, avec un plan strictement géométrique qui est coupé par des diagonales. Vous savez que la grande avenue à Barcelone, c'est appelé un moment l'avenue Francisco Franco, mais tous les Catalans l'ont toujours appelé la diagonale. Donc, vous avez ces grandes diagonales qui permettent d'avoir des perspectives sur la ville. Un plan très géométrique qui est à la limite plus important, plus visible que le plan de Paris, où malgré tout, malgré ces grandes avenues, la structure générale a été conservée. On en arrive au dernier avatar de cette ville. Donc je découpe un petit peu d'une façon, comment dire, non pas artificielle, mais je raccourcis le temps et parfois je suis à la limite de la caricature. Ici, j'ai mis deux perspectives. Alors, l'une est... Pourquoi je vous ai mis à gauche, c'est Jules Verne. Dans les 500 millions de la Bégomme, Jules Verne voit deux villes industrielles. Il y a la ville industrielle française, qui s'appelle Franceville, qui est à gauche, ou une ville où tout est harmonie, où l'industrie, le logement, les classes sociales, tout est en harmonie. Et il y a l'industrie allemande, on est après 1870, où on a construit une ville qui s'appelle Stadt, la ville de l'acier, et où tout est fumée, tout est lutte sociale, etc. Alors je dis ça parce qu'en écoutant le premier exposé juste avant moi, hier j'étais dans le train, ce qui n'a rien d'original, mais je lisais un livre que je n'avais jamais lu de Jules Verne, qui s'appelle Les Indes Noirs. Et les Indes Noirs, ça parle de l'exploitation du charbon en Écosse. Et toute la réflexion au début, c'est le charbon va disparaître. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Bon, je vous rassure tout de suite, on trouve une nouvelle veine de charbon et on est sauvé. Mais Jules Verne y revient également dans L'île mystérieuse, où là, s'il n'y a plus de charbon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va utiliser l'eau et en particulier l'hydrogène, ce qui était vraiment un point de vue intéressant. C'était une parenthèse. Alors vous avez donc cette vision idyllique qui au fond mêle campagne et autres. Et puis vous avez une vision de l'architecte à droite. C'est un projet
de Tony Garnier, un architecte, je pense, bien connu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant de près, on se rend compte qu'on est un peu dans une zone désertique, qu'au fond, il y a une mer qui pourrait être la Méditerranée, et puis il y a quelque chose qui ressemblerait un peu au canal de Suez. Je ne sais pas si c'est l'idée, mais moi, ça m'y fait assez fortement penser. Ce qui est intéressant, c'est que Tony Garnier, parmi les premiers, ou sinon les premiers, de montrer qu'une ville industrielle pourrait être aussi une ville idéale, avec une forte interpénétration des activités, une grande qualité d'architecture basée sur le béton armé, et donc ce qu'on appelle, il y a une architecte ici, donc je passerai rapidement, le fonctionnalisme, et c'est Tony Garnier considéré comme un des précurseurs des réflexions sur la ville industrielle. Alors, ici, c'est un autre projet. Claude Velti, qui nous a quittés, le connaît bien. C'est un architecte italien qui est mort très, très jeune, à même pas 30 ans, qui s'appelait Antonio Santeglia et qui a laissé des esquisses de villes nouvelles, de villes idéales, mais qui a aussi dessiné des barrages. Parce que si vous faites attention, quelque part, on retrouverait certaines esthétiques de barrages. Donc, lui croit en la science et en la technique. Je dis ça parce que le début de l'exposé m'a fait penser à ce qu'on appelle la collapsologie, c'est-à-dire nous allons vers l'effondrement. Là, on est dans une période où on croit fortement dans la science et dans la technique, avec une influence de l'Art nouveau. Mais en tout cas, c'est un architecte absolument futuriste qui est pas très connu en Italie, mais qui vaut la peine d'être cité. Alors, je terminerai sur l'inclassable. Pourquoi pas l'inclassable ou les divers? C'est toujours l'intérêt d'un exposé. Alors, que j'appelais entre guerre et paix. Alors, vous avez 3 exemples qui sont quand même assez différents. Napoléon avait, on lui avait suggéré de faire une ville nouvelle qui serait appelée Napoléonville, bien sûr, et qui aurait été à Pontivy, en Bretagne. Alors, le choix de Pontivy n'est pas, innocent. La Bretagne et la Vendée avaient été des régions quand même un peu réfractaires à la Révolution, y compris d'ailleurs à l'Empire, et donc faire une grande ville dans ce sens, c'était bien. C'est une ville qui avait été prévue pour 100 000 habitants. Elle n'a jamais été construite. Vous en voyez le plan, là, qui est un plan extrêmement géométrique. Les développements n'ont pas été... Mais en tout cas, si vous allez à Pontivy, l'hôtel de ville et un certain nombre de bâtiments datent de cette époque, de l'Empire. C'était l'amorce de cette ville. À droite, Germania. Alors je ne ferai pas le parallèle entre Napoléon et Hitler, je veux dire, c'est un peu facile, mais il se trouvait que, malgré tout, il y avait des idées. Vous savez que Hitler était passionné d'architecture et que Albert Speer lui avait prévu une capitale immense. Et Speer a travaillé pendant des années sur le plan de cette nouvelle capitale qui serait appelée Germania. Pas très original. On a échappé à Hitlerstadt. Et donc, qui est une ville, on a les plans, je veux dire, c'est absolument monstrueux, mais qui respecte quelque part aussi le dessin de l'ancien Berlin. Donc ce qu'on appelait le Grosse Berlin. Et les plans sont arrêtés en 1943 quand tout a été reflué. On peut reconnaître à Hitler qu'il a laissé Berlin dans un état tel que reconstruire de Berlin était nettement possible. Pour raconter, puisqu'on est entre nous, il y a cette très belle histoire qu'on racontait en 1945 du général de Gaulle qui montait sur la tour Eiffel, qui disait « J'ai vu la France et j'ai pleuré », de Churchill qui montait sur Saint-Paul, qui disait « J'ai vu Londres qui fumait et j'ai pleuré », et Hitler qui montait sur une chaise et qui disait « J'ai vu Berlin et j'ai pleuré ». Donc c'est un petit peu l'idée de base. Dernière, vous connaissez sûrement Auroville. Auroville est une ville, on va appeler nouvelle, qui a été construite sur une zone marécageuse qui maintenant est viabilisée. C'est près de Pondichéry. Elle a été créée en 1968
ce qui, à mon avis, n'est pas une date au hasard. Alors, c'est un lieu de vie communautaire, universel, je cite, où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix dans une parfaite harmonie, on retrouve le terme d'harmonie, au-delà de toute croyance, opinion, politique et nationalité. Bon, il y a actuellement 2500 habitants, je crois qu'elle est prévue pour 50 000 habitants. Ils viennent de 50 pays. À l'intérieur, il y a des unités de production et le centre est un centre de méditation. Vous voyez la forme, une espèce de galaxie spirale. C'est zoné avec une zone industrielle, résidentielle, culturelle et internationale. Et évidemment, l'argent, etc., sont complètement bannis. Alors, en conclusion, je ne vais pas tirer de conclusion. Si j'essaye un petit peu de reprendre tout ce qui a été fait dans le temps, on voit que la notion d'harmonie, la notion de justice sociale, les exigences hygiéniques, les qualités de l'industrie, et je rajouterai aujourd'hui tout ce qui est connectivité, on va sans doute arriver à la ville idéale de demain qu'on va nous construire. Mais ça, je n'en parlerai pas, c'est Thierry Gaudin qui nous en parlera.